La belle machine du capitalisme s'est cassée. 25 millions de chômeurs organisent d'interminables marches de la faim à travers les villes et les campagnes. La révolte gronde. C'est dans l'union avec tous les travailleurs et seulement ainsi que vous trouverez le chemin d'une vie plus belle. En dehors, il n'y a que la soumission ou l'isolement ou la défaite. 5, 4, 3, 2, 1. François Mitterrand est élu président de la République. J'assume pleinement la responsabilité de cet échec et j'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique après la fin de l'élection présidentielle. Il faut dire qu'il y a du boulot. La gauche est à la traîne dans les sondages. On va voir ça tout de suite avec Benjamin Dubois. Selon un sondage Odoxa, Benjamin, c'est même l'effondrement. Exactement, oui, ce sondage Odoxa pour l'Obs qui a été réalisé en ligne les 22 et 23 septembre. Tous les candidats sont en dessous de 10%. Aujourd'hui, la gauche est morte, ou peut-être hier, je ne sais plus. Oui, parce qu'à peine un électeur sur 4 déclare vouloir voter à gauche dans le pays de Voltaire et Robespierre, ça pose question. Avec une pauvreté en augmentation depuis 20 ans, une baisse du pouvoir d'achat, une crise de la démocratie, on s'attendrait à voir l'électorat, surtout l'électorat populaire, voter à gauche ou à l'extrême gauche. Et à l'opposé de ça, on voit l'électorat abandonner les élections, s'abstenir, voire préférer la droite ou l'extrême droite. Alors on pourrait se dire, ok, les gens sont devenus de droite. La France est un pays qui est à droite. À droite. Mais quand on regarde quelles idées rassemblent, on voit que les idées de gauche ont toujours le vent en poupe. En effet, les Gilets jaunes étaient soutenus à 80% sur des revendications sociales et démocratiques. Et puis même tout récemment, un sondage de la Fondation Jean Jaurès a montré que 71% des sondés étaient d'accord avec le fait que le gouvernement devait prendre des mesures pour réduire les inégalités. Il y a quelque chose qui cloche, une crise sociale émerge, les Français désirent des réponses en conséquence, mais ces mêmes Français se détournent de la gauche institutionnelle et médiatique. Alors il me paraît pertinent de s'intéresser à ce qu'est devenue cette gauche aujourd'hui et au pourquoi du comment d'une telle dynamique défavorable. Ce que je vais tenter d'éclaircir à travers quelques vidéos. Les gens ont remarqué que je remplis presque le polo. Menteur, pharisien. Au-delà même du déclin électoral de la gauche, on a même des gens qui nous disent que, au fond, le concept de gauche est flou et qu'il est plus vraiment actuel au XXIe siècle et que le clivage droite-gauche est dépassé. Il faudrait parler d'idées moins générales, par exemple le clivage entre souverainistes et mondialistes, entre libre-échangistes et socialistes. On trouve ça beaucoup à l'extrême droite. La question, c'est pas de savoir si on est de gauche ou si on est de droite. C'est de comprendre aujourd'hui qu'il y a une gauche du travail qui est le contraire de la gauche bobo et qu'il y a par ailleurs une droite des valeurs qui est le contraire de la droite financière. Et en fait, le Front National, c'est l'union sacrée de la gauche du travail et de la droite des valeurs. Mais aussi à gauche. Parce que je me rends bien compte que le clivage gauche-droite ne marche plus et que je ne vais pas me battre pour un clivage, mais plutôt pour les idées. Et c'est vrai que le fait même de parler de gauche ne va pas de soi. Par exemple, François Hollande et Lénine sont de gauche. DSK et Mao sont de gauche. Pourtant, que partagent-ils ? On va donc commencer par poser les bases et par définir ce qu'on appelle la gauche, et puis par symétrie ce qu'on appelle la droite. Ok, alors, donc la droite, c'est une famille politique française pour laquelle le plus important, c'est sans doute des protocoles de respect, de respect hiérarchique. Soyez à votre place. Il y a des gens ici qui n'ont pas le droit de m'interrompre quand je parle parce qu'ils n'ont rien prouvé dans leur vie, vous voyez ? Au moment de la Révolution française, en 1789, les parlementaires se séparent en différents groupes selon leurs idéologies respectives. On va avoir à droite les royalistes et à gauche ceux qui sont pour l'abolition de l'Ancien Régime. Depuis ce temps, on considère comme étant de droite les idéologies qui sont pour conserver l'état actuel de la société et de gauche celles qui sont pour en fonder un nouveau, pour dépasser l'état actuel de la société. Par extension, on place à l'extrême droite ceux qui, au-delà d'être simplement conservateurs, sont carrément réactionnaires et qui veulent rétablir une forme de société qu'il y avait jadis. Alors évidemment, étant donné que la société est elle-même en perpétuelle évolution, eh bien les différents courants politiques vont pas avoir le même positionnement sur le clivage droite-gauche selon les époques. Par exemple, quelqu'un qui était royaliste en 1789 était conservateur, actuellement il serait plutôt réactionnaire. Et pareil, en 1789, être libéral, c'était être pour l'abolition de l'état actuel des choses, parce que c'était être contre l'ancien régime. Alors qu'une fois que la bourgeoisie libérale va avoir pris l'ascendant et transformé la société en libre marché,
eh bien elle sera plutôt conservatrice car elle voudra garder la société telle qu'elle. Et puis ceux qui se trouvent à gauche des libéraux, les socialistes, les communistes, les anarchistes, quand ils vont réussir à obtenir certaines avancées sociales, par exemple les 35 heures, les retraites, la sécurité sociale, la bourgeoisie libérale va s'opposer à eux et on pourra la considérer comme carrément réactionnaire car elle voudra rétablir le capitalisme d'antan. Et donc les régimes spéciaux devront être supprimés pour les nouveaux employés dans ces secteurs. Je pense qu'effectivement, il faut aller vers un alignement. Mais c'est assez banal, ça. Un alignement entre le privé, le public. Oui, parce que nous vivons plus longtemps, il nous faudra travailler plus longtemps et partir à la retraite plus tard. Oui, je suis favorable au report de l'âge de la retraite. De l'âge légal ? De l'âge légal. Seulement, quand on dit ça, on ne comprend pas tout, parce qu'on est seulement sur le plan du système politique général de la société, un petit peu aussi sur l'économie. Mais la politique n'agit pas que sur ces plans-là. Par exemple, sur le plan des mœurs, quelqu'un qui est pour le droit à l'avortement, eh bien, quand bien même ce droit à l'avortement est actuellement autorisé dans la société, ça ne fait pas de lui un conservateur de droite. Quelqu'un qui est pour le droit à l'avortement est plutôt considéré comme étant de gauche. Donc on voit qu'il va falloir aller plus loin que la définition classique du clivage droite-gauche si on veut comprendre les choses. Vous diriez du coup que vous êtes un peu libéral et souverainiste à la fois ? C'est ça ? Enfin, qu'on essaye de comprendre peut-être votre logiciel ? Oui, ça ne me gêne pas. Alors comment on va faire ? Eh bien on va s'aider d'un texte de Platon. Pourquoi Platon ? Parce que Platon c'est la base de la philosophie et c'est aussi la base de la philosophie politique. On va parler ici d'un texte qui a longtemps été utilisé comme introduction au platonicisme et qui parle de politique. Et ça va nous permettre d'aller plus loin dans notre définition de la droite et de la gauche. Je vais laisser mon ami Anas Génocide vous présenter un extrait de l'Alcibiade majeure où Platon nous présente un dialogue entre Socrate et Alcibiade, jeune de la classe dominante athénienne. Le contexte de la discussion est qu'Alcibiade, 19 ans, veut entamer une carrière d'homme politique. Socrate va alors le questionner pour voir s'il est mûr pour cela. Il lui demande sur quel sujet il serait de bon conseil, c'est-à-dire plus savant que les autres Athéniens et mériterait donc une place d'homme politique. Au sujet des affaires humaines, répond Alcibiade, c'est-à-dire de la politique et de l'éthique par exemple. S'ensuit alors une série de questions de Socrate, montrant qu'Alcibiade n'est pas savant dans ce domaine car ignorant sur plusieurs sujets. Socrate va dialoguer avec Alcibiade pour tenter de lui faire découvrir la clé de voûte des affaires humaines, autrement dit comment répondre à la question, comment prendre soin de nous-mêmes. Maintenant, par le moyen de quelle technique pourrions-nous prendre soin de nous-mêmes ? Ah, je ne saurais le dire. Nous sommes toutefois d'accord sur ce point que ce n'est pas celle qui nous permettrait de rendre meilleure l'une quelconque des choses qui sont à nous, mais de nous rendre meilleurs nous-mêmes. Ah, tu dis vrai ? Mais aurions-nous pu savoir quelle technique améliore la chaussure sans savoir ce qu'est une chaussure ? C'est impossible. Ni quelle technique améliore les bagues en ignorant ce qu'est une bague. C'est vrai. Mettons, la technique qui permettrait de s'améliorer soi-même, pourrions-nous la connaître sans savoir ce que nous sommes nous-mêmes ? Impossible. Seulement, est-ce une chose facile que de se connaître soi-même, et est-ce un insouciant qui a mis sa description au temple de Delphes, ou bien est-ce une tâche difficile qui n'est pas à la portée de tous ? Moi, Socrate, j'ai souvent pensé qu'elle était à la portée de tous, mais souvent aussi très difficile. Mais qu'elle soit facile ou pas, Alcibiade, nous en sommes néanmoins là. En nous connaissant nous-mêmes, nous pourrions sans doute reconnaître la manière de prendre soin de nous-mêmes. Sans cela, nous ne pourrions pas. C'est cela. Voyons comment pourrait être découvert ce soi-même lui-même, car ainsi, nous pourrions peut-être découvrir ce que nous sommes nous-mêmes, tandis que si nous restons dans l'ignorance, cela nous sera impossible. Ici, Socrate essaie de faire comprendre à Alcibiade que pour bien s'occuper de quelque chose, il faut connaître ce quelque chose. Par exemple, pour bien s'occuper des chaussures, il faut déjà connaître ce qu'est une chaussure, sa fonction, etc. Alors pour ce qui est des affaires humaines, c'est-à-dire en particulier de la politique qui nous intéresse, bien c'est pareil, il faut connaître ce qu'est l'homme. Autrement dit, pour s'occuper au mieux de nous-mêmes, il faut nous connaître nous-mêmes. Platon, par le biais de ce texte, produit donc une réflexion sur le précepte jadis inscrit sur le fronton du temple de Delphes, « Connais-toi toi-même ». Et au-delà d'une réflexion déjà très moderne sur mon moi-même en tant que sujet, Platon va même jusqu'à faire dire à Socrate « Voyons comment pourrait être découvert ce soi-même lui-même ». C'est-à-dire non pas le soi-même individuel, le soi-même subjectif, mais le soi-même en général, celui qu'on partage tous. C'est ce qu'il dit plus loin dans le texte quand il fait dire à Socrate ce dont on parlait tout à l'heure, qu'il faut d'abord chercher ce que peut être le soi-même lui-même. Or, au lieu du soi-même lui-même,
nous avons cherché ce qu'est chaque soi. Platon défend ici la thèse qu'au-delà de notre nous-mêmes propre, individuel et subjectif, nous partageons tous un nous-mêmes en soi, un nous-mêmes en général. Nous disons tous je, nous disons tous moi, et ça nous rapproche, quand bien même on peut mettre ce qu'on veut derrière ce je et derrière ce moi. À ce moment-là, il dépasse le questionnement subjectif, individuel et relativiste qu'on trouve souvent chez les penseurs de notre temps, où chacun pourrait trouver en lui-même la clé des affaires humaines, comme si la politique n'était que de l'ordre de l'opinion, qu'il n'y avait pas de vérité, pas d'objectivité, et que chacun pouvait dire un petit peu ce qu'il veut en ayant autant raison que son voisin. Au contraire, en disant que c'est le soi-même lui-même qui est la réponse à la question politique, Platon recentre le débat autour de quelque chose d'objectif qui est l'anthropologie. On revient en fait à ce dont on avait parlé tout à l'heure au niveau des chaussures. Étant donné que la politique est relative à l'homme, il faut s'intéresser à l'homme, il faut faire de l'anthropologie pour en dire quoi que ce soit. Et inversement, étant donné que chaque discours politique se justifie parce que ça serait mieux sous-entendu pour qui ? Pour l'homme, eh bien chaque discours politique sous-entend une certaine vision de l'homme, que ce soit conscient ou non. Et ça doit nous poser une question. Quelles sont les différentes visions qui correspondent aux différents courants politiques ? Et en particulier pour notre question du jour, quelle est la vision de l'homme de gauche et quelle est la vision de l'homme de droite ? Quelle vision de l'homme justifie de prôner une société nouvelle et la révolution ? Et quelle vision de l'homme justifie de conserver la société, voire de retourner à un état antérieur de la société ? On va commencer par la droite. À droite, on a tendance à considérer qu'il existe une nature humaine indépendante de l'histoire, une sorte d'essence humaine relativement fixe. Elle serait soit ancrée dans nos gènes, c'est-à-dire naturelle au sens strict, soit spirituelle, c'est-à-dire métaphysique ou divine, soit un mélange de tout ça. La droite juge ainsi certaines décisions politiques ou certaines formes de société comme étant meilleures, car correspondant mieux à cette essence humaine invariante. Et c'est d'ailleurs ça qui justifie en général le pouvoir de la classe dominante. Pourquoi la société est-elle inégalitaire ? Parce que ces inégalités sont naturelles. Il y en aura tout le temps, on ne peut pas aller à l'encontre, répond celui qui veut conserver la société telle qu'elle est. Le roi est roi, et c'est naturel qu'il le soit, c'est Dieu qui le veut. Le bourgeois domine la société, car il a réussi, et s'il a réussi, c'est parce qu'il mérite plus que toi, car il est simplement naturellement meilleur. C'est la nature qui le veut. Et le réactionnaire, l'extrême droite, va même plus loin, en disant que si des problèmes persistent dans la société, c'est parce qu'on est allé trop loin dans le contre-nature. On a trop mis en place de conventions et de lois pour lutter contre l'inégalité naturelle, et on empêche maintenant les potentiels humains de s'exprimer. La société est vouée à sa perte si elle ne revient pas en arrière. La droite a donc tendance à considérer que ce que l'homme produit socialement, dans l'histoire, est dangereux car il peut nous dénaturer, car ça nous éloigne de notre essence originelle, divine ou naturelle selon les versions. Et c'est pourquoi on dit que la droite n'est pas humaniste, car elle ne met pas la valeur dans l'être humain, mais à travers l'homme, elle vise plutôt la nature ou Dieu. Pour prendre un exemple théorique, cette essence humaine invariante à laquelle renvoie consciemment ou inconsciemment la droite, c'est ce que le philosophe Heidegger appelle l'être. Cet être que l'histoire humaine aurait tendance à masquer, si bien que l'évolution sociale dans l'histoire produirait l'oubli de l'être qui trouve son apogée dans la technique moderne et le nihilisme. On en pense qu'on veut, mais ça, c'est l'archétype de la pensée réactionnaire de droite. Et l'adhésion au parti nazi d'Heidegger n'a rien d'étonnant si on comprend ce qu'est la droite. Un discours qui place l'essence humaine en dehors des rapports sociaux, dans une essence anhistorique, ici même antéhistorique, c'est un discours de droite. Et la condamnation de la technique est aussi un grand thème de droite, étant donné que tout ce qui touche à la production touche à la transformation de la nature par l'homme. Produire, c'est transformer la nature, c'est l'acculturer, c'est la socialiser. Et pour un penseur de droite, c'est avant tout la dénaturer. C'est s'éloigner de la nature originelle et de la pureté de l'essence humaine. On va faire un petit exercice pour bien ancrer ce qu'on a dit. On va analyser un tunnel de vente, un discours de Julien Rochdy. Je prends un exemple. Si vous prenez un lion qui est fait pour vivre dans la savane et que dès son plus jeune âge, vous le mettez dans une cage de 2 mètres carrés et vous le faites vivre 10 ans comme ça. Si ce lion pouvait parler, si vous pouviez lui tendre un micro, après avoir vécu 10 ans dans une cage de 3 mètres carrés, je pense qu'il y a de fortes chances pour que le lion raconte que des conneries et soit complètement fou et ait envie de se suicider. Parce qu'il n'aura simplement pas vécu dans le monde pour lequel ses gènes étaient faits. Ici, il fait comme si ce qui était vrai pour le lion devait l'être pour l'homme, c'est-à-dire qu'il comprend l'essence humaine comme purement naturelle, animale, déterminée génétiquement. Eh bien en fait, c'est terrible à apprendre, mais on s'aperçoit qu'en étudiant l'être humain, c'est exactement ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. L'être humain, il faut savoir que nos gènes sont toujours les mêmes que ceux de l'époque du Paléolithique. Quand nous étions des chasseurs-cueilleurs,
dans la période glaciaire européenne, à chasser le mammouth, l'ours et à avoir les rapports hommes-femmes que nous connaissions. En fait, nos gènes n'ont absolument pas changé par rapport à cela. Il y a eu quelques évolutions, mais qui sont réellement absolument minimes. Nous sommes toujours des homo sapiens de cette époque. Donc à chaque fois qu'un enfant, un bébé naît, ce qui s'attend normalement à recevoir, la vie qu'il s'attend à vivre inconsciemment, mais c'est inscrit dans nos gènes, c'est une vie dans les grands espaces, dans la nature, et une vie selon certains modes de sociabilité qui sont absolument étrangers à ce que nous connaissons actuellement dans une vie dans les grandes villes, avec la technologie. Là, il faudrait le croire sur parole. Le mode de vie au néolithique serait celui qui est inscrit dans nos gènes, et pas celui précédent évidemment, sinon ça voudrait dire que l'homo sapiens naturel est africain, ce qui ne doit pas forcément lui plaire. Parce que Julien, tu as conscience que ce discours qui fantasme une essence naturelle, originelle, dans un passé lointain, on peut le retourner contre toi. On peut dire... Il faut savoir que nos gènes sont toujours les mêmes que ceux de l'époque du Pléistocène, quand nous étions des chasseurs-cueilleurs africains, à chasser la gazelle, le zèbre, et à avoir les rapports hommes-femmes que nous connaissions. Pour Julien, il est évident que les bébés du néolithique n'ont pas acquis la faculté et l'envie de chasser le mammouth, un certain type de rapport homme-femme par leurs parents et leurs tribus, mais simplement parce qu'ils étaient programmés génétiquement pour ça, parce que la nature humaine est telle. Et en fait, tout ce monde actuel est fait pour nous rendre absolument malades, pour créer des malades mentaux qui n'ont plus qu'une envie, c'est de se suicider. Et donc, quand on comprend tout cela, en fait, parce que je continue cette parenthèse pour ceux qui ne connaissent pas cette discipline, il faut savoir que l'homme était fait pour vivre de cette façon, et qu'en fait, il s'est sédentarisé que depuis 10 000 ans à peine, rentré dans le néolithique, qu'on ne sait toujours pas pourquoi il a fini par se sédentariser. Il y a quelques hypothèses, mais je ne vais pas être long, donc je ne vais pas les expliquer ici. Mais en gros, il n'était pas fait pour cette sédentarisation, il est encore moins fait pour la période industrielle, et encore pire, la période post-industrielle que nous connaissons actuellement. Donc nous sommes pire qu'un lion qui est mis en cage dans une cage de 2 mètres carrés. Donc en gros, on peut comprendre la postmodernité de tous ces gens qui vivent en ville et qui commencent à délirer totalement avec des idées extraordinairement éloignées de ce que doit être notre anthropologie. Ici, on a une jolie négation de la liberté humaine, ce que doit être notre anthropologie. Notre destin serait écrit indépendamment des rapports socio-historiques, on devrait se conformer à la nécessité naturelle. Si on veut véritablement changer les choses dans le monde de demain, changer les choses en Europe et nous sauver, il va falloir changer notre anthropologie même. Comment on se reconnecte à la nature, comment on se reconnecte avec une vie et un développement personnel qui nous reconnectent justement à nos gènes et à ce pourquoi nos gènes ont été faits. Là, on a encore une thématique adamique. L'histoire humaine est vue comme une punition, comme une longue décadence qui nous éloigne de ce pourquoi on était originellement fait. Donc là, on est quand même à un niveau qui est bien supérieur et bien plus élevé que les conneries qu'on peut entendre actuellement. Et c'est encore une fois là-dessus que l'on doit réfléchir. Et voilà, bon, j'ai essayé de faire court. Pour ceux que ça intéresse, ils peuvent aller suivre cette formation sur laquelle j'ai bien travaillé. Et d'une manière générale, ce sont toutes les grandes idées qu'on va essayer de développer dans l'avenir. Bon, là, on arrive au moment où il essaie de nous vendre un truc. Parce qu'il faut le savoir, hein, les chasseurs-cueilleurs essayent toujours de vous vendre des formations. Évidemment, c'est destiné à tirer profit d'un public frustré sexuellement. Donc on met la photo d'une femme, on base le truc sur le sexe. On va répondre à des questions comme « Les hommes ont-ils besoin d'aller voir des prostituées ?» ou « Comment être le plus efficace dans la compétition sexuelle ?» On apprend aussi que Clara Zetkin était forcément malheureuse. Et puis bien sûr, au terme de cette formation de 4 heures, c'est-à-dire un après-midi de cours à la fac, on maîtrisera les concepts et l'exercice de la psychologie évolutionniste et on connaîtra tous les grands principes du darwinisme et de l'évolution. Et ce, pour seulement 67 €, soit le prix d'un trimestre de formation au CNED. Bon, on reprend notre calme. Et bien maintenant, passons à gauche. Au contraire, à gauche, on a une vision relativement dynamique et constructiviste de l'essence humaine. On pense qu'elle n'a rien de fixe, d'éternel, de transhistorique, mais qu'elle est historiquement déterminée dans le temps et donc modifiable. Étant donné que la gauche considère l'homme comme étant historiquement déterminé, contrairement à l'animal qui lui est naturellement déterminé, la gauche a l'espoir d'améliorer l'humanité en modifiant les déterminations historiques de celle-ci. Tout ça se faisant par la politique, par la révolution, l'établissement d'une société nouvelle. Là où évidemment, à droite, on considère que certains problèmes ne sont pas vraiment des problèmes parce qu'ils sont naturels, et donc on ne va pas les résoudre en modifiant la société. Un bon exemple théorique de l'anthropologie de gauche, c'est la pensée de Marx, avec notamment sa 6e thèse sur Feuerbach, où il dit « Dans sa réalité, elle, c'est-à-dire l'essence de l'homme, est l'ensemble des rapports sociaux. On ne comprend plus l'homme par ses gènes ou par une essence métaphysique, mais par des rapports sociaux historiquement construits par l'homme et donc modifiables par l'homme. » Alors là, j'ai envie de mettre une petite nuance. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'à droite, on pense que seuls les déterministes naturels existent et qu'à gauche, on pense que seuls les déterministes socio-historiques existent. Seulement, à droite, on pense qu'en définitif, c'est le naturel qui prend le dessus, et à gauche, on pense qu'en définitif, c'est le socio-historique qui prend le dessus. On parle parfois de surdétermination pour exprimer cette idée.
La droite pense que le naturel surdétermine le socio-historique et la gauche pense que le socio-historique surdétermine le naturel. Pour aller plus loin et mieux comprendre pourquoi la gauche considère que le socio-historique surdétermine le naturel, il faut comprendre qu'à gauche, on pense que l'histoire humaine est une sorte d'émancipation relative par rapport à la nature. Évidemment, l'homme est issu de la nature et a un certain potentiel génétique naturel, mais par son développement productif au sens large, par sa propre activité, l'homme tend à devenir comme maître et possesseur de la nature, comme dirait Descartes, c'est-à-dire maître et possesseur de la nature en général, mais aussi de sa propre nature. Et par ce biais, la nature chez l'homme ne s'exprime jamais librement, mais toujours plutôt au second degré, tel que les rapports socio-historiques lui permettent de s'exprimer. Et inversement, il n'y a pas d'expression pure de la nature humaine comme on pouvait le penser il y a quelques siècles. Une nature humaine indépendante des rapports socio-historiques, ça n'existe pas, ça n'a pas de sens. Pourquoi ça? Parce qu'il n'y a pas d'homme sans société humaine. Le bébé humain né immature est dépendant de la communauté humaine qui lui fournit de la nourriture, mais aussi une éducation et tout un tas de déterminismes socio-historiques au passage. Il n'y a pas d'homme indépendamment de ça, de la même manière qu'il n'y a pas de langue naturelle. C'est pourquoi chez l'homme, la nature ne peut se frayer un chemin que surdéterminé par la communauté humaine et les rapports sociaux. Et étant donné que ces rapports socio-historiques sont produits par l'activité politique et productive, on comprend pourquoi à gauche on voit dans la politique l'espoir de dépasser certaines problématiques humaines actuelles, et on apporte énormément d'importance à la production qui conditionne le devenir de l'homme et qui peut lui permettre de se libérer de certaines nécessités naturelles. On comprend aussi pourquoi on dit habituellement que la gauche est humaniste. Étant donné que c'est l'homme qui produit les rapports socio-historiques et que ces rapports le surdéterminent lui-même, derrière l'homme, la gauche ne voit pas la nature, elle ne voit pas Dieu, elle voit l'homme lui-même, acteur de sa propre évolution par sa propre activité. Maintenant qu'on a compris la différence fondamentale entre la droite et la gauche, on comprend que quand bien même actuellement le clivage droite-gauche serait mal représenté politiquement, ce clivage reste un implicite fondateur de la pensée politique. Tant qu'il y aura des gens pour penser que s'il y a des pauvres dans le monde, c'est parce qu'ils n'ont pas la capacité pour réussir, il y aura toujours des gens de droite. Et tant qu'il y aura des gens pour penser que s'il y a des pauvres dans le monde, c'est parce qu'il y a des déterminismes socio-historiques qui les produisent, il y aura des gens de gauche. Et on peut maintenant résoudre notre problème de tout à l'heure par rapport à l'avortement. Être contre le droit à l'avortement, c'est en général considérer que le fœtus est un être humain au même titre que sa mère, parce que quand on voit l'homme comme une essence métaphysique ou comme une nature génétique, le fœtus n'a pas vraiment de différence avec sa maman. C'est un être humain génétiquement, et on peut penser qu'une essence spirituelle est présente en lui. Donc on le considère comme un être humain à part entière. Et puis être contre l'avortement, c'est considérer que dans la nature ou dans le livre sacré, le sexe c'est fait pour procréer, et que si on prend le risque absolu de copuler pour autre chose que procréer, on n'a pas à avorter par la suite. Être contre l'avortement, c'est donc en général utiliser des arguments qui ont comme valeur centrale Dieu ou la nature, et ça c'est plutôt être de droite. Être pour l'avortement, en général, c'est au contraire considérer que la vie humaine n'est pas donnée par avance et se construit au sein de la communauté humaine. C'est-à-dire qu'un embryon humain est un potentiel humain qui va gagner son humanité si et seulement si il est reconnu et élevé dans la communauté humaine. Ce sont les rapports socio-historiques qui vont lui permettre d'accéder au statut d'être humain qui n'est pas donné d'avance par une essence métaphysique ou par sa nature génétique. Et quand on pense comme ça, on pense que quand bien même un avortement se soit jamais gay, on ne considère pas que c'est tuer un être humain et on ne considère donc pas que c'est un crime. Et puis être pour l'avortement, c'est aussi considérer que Eros n'est pas contre nature, que la sexualité humaine va plus loin que la procréation et que ça fait partie d'une vie humaine épanouie. Alors étant donné qu'il n'y a pas de contraception parfaite, et qu'à gauche on sait à quel point le déterminisme social va jouer sur la vie du futur enfant et la vie de sa mère, on laisse le droit aux femmes de choisir leur destin, de choisir le moment le plus adéquat pour elles si elles veulent enfanter. Tout ça en leur permettant d'avoir une vie sexuelle comme elles l'entendent, à l'encontre de la nature qui aurait voulu que l'embryon se développe. Quand on est pour l'avortement, on place donc la valeur centrale dans la volonté humaine et dans la communauté humaine, contre ceux qui la placent dans la nature et dans Dieu. Et donc soutenir le droit à l'avortement, quand bien même ce soit déjà autorisé en France, c'est plutôt de gauche. Pour conclure, j'ai envie de nuancer un peu tout ce qu'on vient de dire. Évidemment, les deux pôles que j'ai définis sont théoriques et sont des extrêmes qui servent à se repérer. J'ai même pris des exemples avec la gauche communiste marxiste, donc vraiment l'extrême gauche, et la droite nazie heideggerienne, donc vraiment l'extrême droite. D'autant que la politique, c'est une affaire de compromis et ça s'applique à la société réelle qui est elle-même en perpétuelle évolution. Ce qui explique que quand bien même la pensée libérale devrait être classée à droite selon ce qu'on vient de dire, car elle se base sur une vision métaphysique de l'individu qui serait une monade au-delà des rapports socio-historiques, à un moment donné de l'histoire, être libéral face aux garants de l'Ancien Régime, c'était être moins à droite et plus humaniste que ceux qui hiérarchisent les hommes selon leur sang ou selon la volonté divine.
Et donc ça libérait d'une vision totalement métaphysique ou totalement naturaliste du monde, et donc c'était plutôt de gauche. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'il faut à la fois que vous ayez la notion des deux pôles extrêmes du clivage droite-gauche, et que vous compreniez que dans l'histoire, c'est plus compliqué que ça, et que des fois des gens à gauche sont plus à droite que des gens encore plus à gauche, ou que des gens à droite sont plus à gauche que des gens encore plus à leur droite. Ce qui fait qu'une idéologie de gauche et une idéologie de droite peuvent s'allier contre des gens d'extrême droite ou contre des gens d'extrême gauche. Aussi, il faut se rendre compte que ce qu'on vient de faire, c'était décortiquer des implicites de discours, et que dans la vraie vie, on va rarement aussi loin, surtout quand on est militant et qu'on a à se positionner sur beaucoup de questions. Donc personne n'est parfaitement de gauche ou parfaitement de droite, parce qu'il faut donner son avis rapidement sur certaines questions, parce que la situation le demande. Et au fond, ça c'est pas bien grave, parce que dans la société réelle, ce qui compte, c'est pas qui a les idées les plus pures, mais c'est le rapport de force concret. On peut très bien s'allier avec des gens qui sont d'accord avec nous sur l'essentiel, mais qu'on pense être à l'inverse de nous sur certains sujets. Et on peut même aller plus loin, vaut mieux quelqu'un qui milite sans trop intellectualiser la chose, que quelqu'un qui connaît l'intégrale de Marx ou d'Heidegger et qui reste chez lui, parce qu'il sert à rien en fait au niveau politique. Mais il ne faut pas oublier, quand on tient un discours de ce type, que c'est le terrain qui compte, eh bien que sans la théorie, on ne sait pas où on va sur le terrain. On peut foncer tête baissée en pensant être d'extrême gauche et puis agir objectivement pour l'extrême droite, ou l'inverse. Et c'est ce qu'on voit parfois chez certains jeunes plus révolutionnaires que tout le monde qui n'ont jamais fait avancer quoi que ce soit. Donc la seule manière de bien faire, c'est d'analyser le monde sans jamais oublier que le concret ne va pas se soumettre au concept pour être gentil. La théorie est la boussole de l'action, mais l'action est le but de la théorie. Lénine disait « pas de pratique révolutionnaire sans théorie révolutionnaire ». J'ai envie d'ajouter « pas de théorie révolutionnaire sans pratique révolutionnaire ». Il y a des tas de citoyens amoureux de la nature et qui n'ont pas les moyens de voyager. Ils ne connaissent seulement que par la littérature la rive où fleurit l'oranger. Ils rêvent que de s'en aller dans les Landes en Bretagne, dans les auberges à coups de fusil, sans se douter qu'il existe un vrai pays de cocagne à 10 cm de Paris. Sur la zone, mieux que sur un trône, on est plus heureux que des rois. On applique la vraie république, vivant sans contrainte et sans loi. Y a pas de riche et tout le monde a sa niche, et son petit jardin tout pareil. Ses 3 pots de géranium et sa part de soleil sur la zone.